présentation s'intitule « Les technologies d'observation des océans ». Alors évidemment, elle s'inscrit dans le cadre de cette journée dédiée aux câbles sous-marins. Maintenant, quand on m'a donné à faire cette présentation, je ne suis pas un expert d'observation des océans, j'ai regardé un peu sur le web et j'ai vu qu'en fait, le câble, c'est une technologie marginale qui a un rôle marginal dans ce domaine. Donc, on va le voir, c'est quand même intéressant de regarder ce qui se fait par ailleurs avant de venir se focaliser sur le câble. Alors, avant d'arriver sur les technologies, j'aimerais quand même clarifier, pour lever toute ambiguïté, ce qu'on entend par observation des océans, en tout cas dans le cadre de cet exposé. Il s'agit ici de mesurer les phénomènes sismiques des fonds marins, éventuellement de mettre en place des systèmes d'alerte de tsunami, et puis par ailleurs, de mesurer également les conséquences du réchauffement climatique sur le comportement des océans. Alors, nos océans jouent un rôle majeur dans l'équilibre de notre climat pour plusieurs raisons. Ils ont des propriétés notamment de réservoir thermique. L'océan est un tampon thermique gigantesque qui est 1000 fois plus grand que l'atmosphère. À ce titre, il absorbe plus de 93% de la chaleur d'origine anthropique, ce qui a pour conséquence son élévation de température qui, par effet de dilatation thermique, va induire une élévation du niveau moyen de la mer, auquel va s'ajouter la fonte des glaces, qui va aussi contribuer à cette élévation du niveau moyen des océans. Un deuxième effet, c'est par exemple le fait que les océans sont aussi un immense puits de carbone. Ils vont donc absorber le gaz carbonique, 30% du gaz carbonique d'origine anthropique. Et cette absorption de gaz carbonique va se traduire par dissolution du gaz carbonique dans l'eau, par une génération d'acide carbonique et donc une acidification des océans qui va avoir un effet désastreux sur l'écosystème océanique. Troisième aspect des océans, c'est leur capacité à transporter les énergies autour de la planète à travers les courants marins, et notamment ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Le suffixe halin, c'est pour la salinité. Alors, le principe de fonctionnement de la circulation thermohaline est le suivant, c'est que les eaux de surface chaude des tropiques qui remontent vers l'Atlantique Nord se refroidissent et en même temps s'évaporent. Donc elles s'enrichissent en sel. Cette élévation du taux de salinité et cette baisse de température augmentent la densité de l'eau qui, arrivant en Atlantique Nord, va plonger vers les planchers océaniques et commencer son circuit de plusieurs centaines d'années autour de la planète. Donc tous ces mécanismes océaniques qui régulent notre climat sont aujourd'hui fondamentaux et perturbés par le réchauffement climatique. Maintenant, quand on parle de technologie, aujourd'hui, dans ce domaine, il y a deux catégories de technologies. Celles qui permettent d'observer l'océan depuis l'espace, c'est toutes les technologies satellitaires. Et celles qui permettent d'observer l'océan depuis l'océan, c'est les technologies in situ, parmi lesquelles le câble sous-marin. Et on verra quel est le rôle pour les câbles sous-marins aujourd'hui et à venir. Alors, on a effectivement, je dirais, au cours de cet exposé, bien expliqué que dans le domaine des télécommunications, quelque part, le câble de télécommunication sous-marin se taillait à la part du lion. C'est vrai. En revanche, si je puis dire, dans le cadre de l'observation des océans, c'est clair, c'est le satellite qui joue un rôle majeur, et ceci depuis très longtemps. Donc, je ne pouvais pas escamoter complètement quelques applications satellitaires dans le cadre de cet exposé. Je ne vais pas lister tous les programmes satellitaires qui existent. Il faut savoir que tous les paramètres de surface quasiment peuvent être mesurés par des technologies satellitaires. Mais je vais quand même dire quelques mots sur deux programmes vraiment majeurs. Un qui est l'altimétrie satellitaire, l'autre qui est la gravimétrie satellitaire. Les deux d'ailleurs visant à quantifier l'élévation du niveau moyen des océans. Le programme d'altimétrie satellitaire a été lancé il y a 30 ans, en 1992, par une collaboration entre le CNES et la NASA, qui ont mis en orbite la première mission Topex-Poséidon d'altimétrie satellitaire. Derrière, seraient suivis 3 satellites Jason, également lancés par le CNES et la NASA, Jason 1, 2 et 3, mis en orbite respectivement dans les années 2001, 2008 et 2016.
D'autres programmes ont suivi derrière, ceux de l'Agence spatiale européenne, avec les programmes Sentinelle-3 et plus récemment Sentinelle-6, une mission en 2021 et une autre qui est prévue en 2026. Et puis d'autres programmes sont encore en préparation, tels que le programme SWOT, pour Surface Water Ocean Topography, issu d'une collaboration entre le CNES, la NASA et les agences spatiales du Canada et du Royaume-Uni, et qui devrait être lancé cette année. Alors, cette technologie d'altimétrie satellitaire a permis de mesurer que l'augmentation du niveau moyen des océans était de cumuler de 10 cm sur ces 30 dernières années, ce qui fait une croissance moyenne de 3,4 mm par an. Le GIEC, les prévisions du GIEC dans ce domaine ne sont pas très optimistes. Les scénarios montrent que l'élévation sera entre 60 cm, voire le double d'ici la fin de ce siècle, c'est-à-dire 2 fois plus en termes de croissance par an que ce qu'on a eu ces 30 dernières années. Alors il faut savoir que l'élévation du moyen de la mer a 2 causes. D'une part, la dilatation thermique, dont j'ai parlé tout à l'heure, due à l'élévation de température des océans. Et d'autre part, évidemment, la fonte des glaces, des calottes et des calottes polaires et des glaciers, donc qui contribuent à une augmentation de la masse d'eau des océans. Ces 2 contributions ont été mesurées séparément, et c'est encore une fois une technologie satellitaire qui a permis de quantifier la quantité de transfert de masse d'eau des glaces vers les océans. Il s'agit du programme GRASS, pour Gravity Recovery and Climate Experiment, 2 missions, donc lancées en 2002 et 2018 par une coopération entre la NASA et l'agence spatiale allemande. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne. Chaque mission est composée d'une paire de satellites qui fonctionnent en tandem. Donc ces 2 satellites sont sur une orbite d'environ 500 km, se suivent à 200 km de distance. Et ce qui est important, c'est que la distance entre les 2 satellites est mesurée avec une très grande précision, meilleure que 10 microns, enfin une précision inférieure à 10 microns. Le principe de la mesure, c'est lorsque le satellite de tête passe au-dessus d'une zone de la Terre où la masse augmente, donc le champ de gravité augmente, l'accélération du satellite de tête donc, va augmenter. Donc la distance avec le satellite suiveur va varier, et cette mesure de distance va permettre d'en déduire la variation du champ de gravité. Cette technique a permis de mesurer que la contribution du transfert d'eau des glaces vers les océans ont contribué à 2 mm par an, soit les 2 tiers de l'élévation moyenne du niveau de la mer. Alors, bien sûr, les satellites peuvent mesurer quasiment tous les paramètres de surface, y compris d'ailleurs les phénomènes de phytoplancton, d'algues avec les colorimétries de surface, mais les satellites ne peuvent pas avoir accès aux couches internes des océans, et là on est obligé de compléter les mesures par des mesures in situ. Là aussi, il y a énormément de programmes basés soit sur des flotteurs dérivants, soit des flotteurs fixes, soit des objets ancrés dans le sol. Je ne vais pas non plus là faire un listing et une liste complète, exhaustive de ce qui existe. Je voudrais donc dire 2 mots sur 2 programmes importants. Un programme océanographique qui s'appelle Argo et un programme de détection d'alerte de tsunami. Alors, le programme Argo, on voit d'ailleurs la complémentarité avec le programme satellite rien que dans les noms. Argo, Jason. Pour ceux qui connaissent un peu, voilà, le Argo, c'est le bateau, n'est-ce pas, qu'a utilisé Jason pour aller chercher la toison d'or. Alors, le programme Argo donc, a été donc lancé en 2000 par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la météorologie. C'est un programme de flotteurs dérivants dont l'objectif est de mesurer la température, la salinité des couches internes et les mouvements des courants des océans. Le principe du fonctionnement de ces flotteurs dérivants, c'est d'effectuer des mesures sur 10 jours. Pendant 9 jours, le flotteur va dériver à 1000 mètres de profondeur, donc il va à ce moment-là mesurer les mouvements de courant. Il va descendre ensuite à 2000 mètres, puis remonter à la surface, et pendant la remontée à la surface, faire un profil de mesure de salinité et de température de la couche interne. Une fois arrivé en surface, il envoie les informations par satellite. Là encore, on voit le rôle des satellites. Il n'est même pas absent, le satellite, quand il y a des capteurs dans l'eau. Donc le satellite est quand même présent pour relayer l'information vers le centre scientifique sur Terre. Alors, le réseau Argo, en 2018, est composé de 4000 flotteurs, dont la durée de vie est de 4 ans, qui correspond en fait à la durée de vie de la batterie.
Ce qui veut dire que pour conserver cette flottille à un niveau de 4000 flotteurs, il faut remplacer tous les ans environ 1000 flotteurs. Alors ça permet en outre de déployer des flotteurs de nouvelle génération, comme ceux du programme DeepArgo, qui permet maintenant de déployer des flotteurs qui descendent à 6000 mètres de fond. Également aussi d'intégrer de nouveaux capteurs qui vont mesurer des paramètres biogéochimiques, comme des taux de nitrogène, d'oxygène, de nitrate, de chlorophylle de carbone et d'acidité. Voilà, donc ce programme océanique Argo, en outre, donc en mesurant la température des couches internes, a permis de confirmer que l'élévation de température des océans avait induit une dilatation thermique qui contribuait pour 1 mm par an, donc un tiers de l'élévation du niveau moyen des océans. Alors concernant les systèmes de détection d'alerte de tsunami, même si les technologies existaient il y a pas mal d'années, en fait le déploiement a vraiment été massif après les événements de 2004 et de 2011. Vous avez ici à l'écran la liste des principaux tsunamis de ces 60 dernières années. Et on voit très clairement que les deux plus dramatiques et de loin sont ceux dont vous vous souvenez. En 2004, dans l'océan Indien, le tsunami qui a causé la mort de 220 000 personnes en Thaïlande et en Indonésie. Puis en 2011, celui du Japon qui a fait 19 000 victimes et causé l'inondation de la centrale de Fukushima. Et donc, le programme DART, pour Deep Assessment and Reporting of Tsunami, avait été mis au point par l'Agence américaine d'observation océanique atmosphérique en 1995, mais il a été déployé vraiment qu'entre 2004 et 2008, période pendant laquelle les États-Unis ont acquis et déployé une quarantaine de bouées que vous voyez à l'écran ici, représentées par les losanges rouges, déployées sur les côtes Pacifique, Atlantique et mer des Caraïbes. Et ensuite, la communauté internationale s'y intéressait à partir de 2009. On voit une dizaine de bouées qui ont été déployées, notamment au niveau du Chili, de l'Australie, de l'Inde et de la Thaïlande. Alors, le principe du système DART est composé de 3 éléments. Le plus important des trois, c'est le capteur de pression qui est ancré au fond du sol marin, qui va mesurer la pression de la colonne d'eau et éventuellement détecter la présence d'une vague de tsunami. Le capteur envoie les informations par un canal acoustique à une bouée de surface qui, elle, est également ancrée sur le sol marin. Et la bouée va relayer par satellite Iridium les informations vers le centre de détection d'alerte du tsunami. Alors, je fais un petit retour en arrière. J'ai oublié de dire, effectivement, avant d'aller au slide suivant, on va passer sur les câbles sous-marins. En fait, les points de faiblesse du système DART, il y en a 2. Le premier, c'est que les bouées de surface sont vulnérables. Et elles sont donc exposées aux conditions météorologiques et aux actes de vandalisme. Ce qui réduit leur temps de disponibilité et ce qui, en plus, nécessite des entretiens tous les 2 ou 3 ans. Deuxième point de faiblesse, c'est l'alimentation électrique. Ces systèmes doivent fonctionner en autonomie et donc avoir leur propre source d'énergie. Pour pallier à ces faiblesses, la communauté scientifique s'est alors tournée vers les câbles sous-marins qui ont la capacité de transporter à la fois de l'énergie et des données sur des très grandes distances, dans des fonds très profonds, en toute sécurité. C'est pour ça qu'en 2009, on a vu apparaître les premiers réseaux câblés d'observation scientifique, notamment au large du Canada, côte ouest du Canada, mis en service en 2009 le programme Neptune, qui est composé donc d'un câble sous-marin de 825 km de long, donc qui fait une boucle, auquel sont raccrochés 6 champs d'observation qui, à eux 6, aujourd'hui, comptabilisent plus de 300 capteurs. L'infrastructure de ce réseau utilise les 3 types d'équipements immergés des réseaux sous-marins que j'ai présentés ce matin. Le câble qui va servir à transporter, amener l'énergie sous forme de 10 000 volts à 10 ampères au champ d'observation et également aussi transporter les informations des capteurs. Le répéteur qui va amplifier le signal échangé avec les capteurs et les unités de branchement en mer qui vont permettre de raccorder les champs d'observation. L'infrastructure a été entièrement développée et déployée par ASN pour ce réseau Neptune. Le champ d'observation, lui, est composé d'une unité centrale qu'on appelle aussi subsynode, que vous voyez en photo sur la gauche ici, qui est
une sorte de multiprise géante à laquelle on va raccorder les capteurs qui sont raccordés ici par des petits câbles d'extension rouge que vous voyez sur la gauche. Et cette unité centrale a été développée par Alcatel Submarine Networks spécifiquement pour cette application. Alors, cette unité centrale, donc qui a un volume quand même imposant de 5 mètres sur 4 sur 2, a deux fonctions principales qui sont embarquées dans les deux cylindres, les deux modules cylindriques que vous voyez en haut de l'écran. Un premier module cylindrique à fonction électrique qui va prélever l'énergie sur le câble à 10 000 volts et ensuite la convertir à très basse tension, qui est la tension adaptée pour alimenter les équipements scientifiques sous l'eau, qui est entre 12 et 50 volts. Le deuxième module est un module optique. Il va contenir les émetteurs-récepteurs qui vont permettre de transmettre les données des capteurs à 2,5 gigabits par seconde. Mais la grande particularité, c'est que ces deux modules devront être remplaçables et extractibles en cas de panne. Ça veut dire qu'ils sont, eux, équipés, comme d'ailleurs l'infrastructure métallique jaune qui va les héberger, de connecteurs électriques haute tension, basse tension et optiques, manipulables avec précision par un robot commandable depuis la surface, tout ça à 2700 mètres de profondeur. Donc, une technologie extrêmement sophistiquée qui marche toujours. Vous pouvez aller consulter sur le site que j'ai indiqué ici sur Observatoire Ocean Network de Neptune Canada. Ce réseau fonctionne toujours et donc, grâce à des technologies, donc, comme je viens de dire, assez sophistiquées. Le même genre de réseau a été déployé au Japon sous le nom de DONET. DONET 1 et DONET 2, que l'on voit ici sur la partie sud de la carte du Japon. Donc ce sont des réseaux en termes de longueur un peu plus petits. DONET 1 a été mis en service en 2011, 300 km, 5 champs d'observation. DONET 2, mis en service en 2015, 450 km, 7 champs d'observation. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'après le tsunami de 2011, le Japon a déployé un réseau câblé de détection sismique et d'alerte de tsunami de grande échelle, qu'on appelle SNET, qui a été mis en service en 2018, qui est composé de 6 liaisons, totalisant 5700 km et comprenant 150 observatoires espacés de 35 km. Ce concept de réseau SNET est très innovant puisqu'il n'y a plus cette unité centrale complexe qui intervient comme dans Neptune ou DONET pour raccorder les capteurs. Les capteurs sont directement embarqués dans une enceinte compacte de répéteurs modifiés par NEC, en l'occurrence NEC qui est le fournisseur d'équipements télécommunications japonais. Alors, il n'y a que deux types de capteurs pour le coup, un capteur qui va permettre de détecter les phénomènes sismiques, donc des accéléromètres, et un capteur pour les alertes de tsunami, donc un capteur de pression. Ces types de capteurs, comme on le voit sur le schéma, vont être implémentés dans cette enceinte modifiée. Alors pourquoi modifiée? Parce que, comme on va le voir, il y a deux parties dans cette enceinte. La partie droite que j'ai entourée de bleu est une partie qui est résistante à la pression extérieure. Et dans cette partie, on va y insérer les accéléromètres pour la détection sismique et le module de communication des capteurs. En revanche, la partie rouge, à gauche, doit être en équilibre de pression avec la mer car elle va contenir les capteurs de pression. Donc là, c'est une modification substantielle d'une enceinte de répéteur qui, normalement, par conception, est résistante à la pression par 10 000 mètres de fond. Donc on voit ici en bas une photo de cette enceinte de répéteur modifiée par NEC pour ce type d'application. Alors, malgré son côté très innovant de ce concept SNET, il y a encore un inconvénient qui est le coût très élevé de ce type de concept, puisque la totalité, l'ensemble de l'infrastructure est dédié à l'observation scientifique, ce qui veut dire que la totalité du coût de l'infrastructure et de sa pose, qui est vraiment pas négligeable, doit être supportée par l'organisme scientifique qui exploite les données des capteurs. Or, l'objectif de la communauté scientifique est de pouvoir déployer des capteurs d'observation des océans dans toutes les zones océaniques de la planète, mais à un coût modeste, si possible marginal. Pour répondre à cette problématique, à y apporter une solution, il y a une façon simple qui est de se dire, eh bien, pourquoi pas ne pas profiter du déploiement régulier tous les ans des câbles sous-marins de télécommunications
pour y greffer à la demande des capteurs d'observation scientifique. En effet, tous les ans, on déploie à peu près 100 000 km de câbles sous-marins, ce qui représente 2000 répéteurs. En équipant ne serait-ce que 10% de ces répéteurs avec des capteurs, on obtient au bout de 10 ans un réseau de capteurs constitué de 2000 capteurs, avec les avantages clairs d'avoir une couverture globale de l'océan. Deuxièmement, de pouvoir se réaliser ce déploiement à un coût marginal pour peu que le coût de l'infrastructure et de la pose soit pris en compte par les exploitants des réseaux de télécommunications. Troisième avantage, c'est de pouvoir cibler le déploiement des capteurs en équipant que les répéteurs déployés dans les zones stratégiques d'observation. Et enfin, on peut observer bien sûr les océans profonds, puisque les câbles sous-marins sont qualifiés pour 10 000 mètres de fond. Et puis, avoir une mesure en temps réel en permanence, en bénéficiant des transmissions très haut débit par fibre optique. Le concept de ce câble à double usage, télécommunication et observation scientifique, a pris le nom de SMART pour Science Monitoring and Reliable Telecommunication. Et pour s'assurer que ce concept ne reste pas dans les tiroirs et qu'il se concrétise, une task force a été créée en 2012, dédiée à ce concept, par 3 agences des Nations Unies. L'Agence intergouvernementale océanographique de l'UNESCO, l'Union internationale des télécommunications et l'Organisme mondial de la météorologie. Le président de cette task force, aujourd'hui, s'appelle M. Bruce Ho, il est professeur à l'université de Hawaï, et il a publié en 2019 un article de référence qui détaille tous les avantages de ce type de câble à double usage SMART. Tous les travaux de la task force sont consultables sur leur site web que j'ai indiqué ici. Dans ce document de 2019, on peut voir par exemple des résultats de simulation. Ici, j'ai juste extrait une simulation concernant l'alerte de tsunami et notamment au Japon. Donc une simulation a été effectuée en imaginant le déploiement de 3 câbles entre Tokyo et 3 villes différentes, l'Oregon, Hawaï, Auckland. Et le résultat de la simulation montre que si en 2011, on avait eu ces 3 câbles SMART déployés, le tsunami japonais de 2011 aurait pu être détecté, sa hauteur confirmée, quelques minutes après le séisme, et surtout 20 minutes plus tôt que ce qui était possible avec la bouée Dart. On voit 3 câbles, je rappelle toujours, c'est parce qu'il y a le phénomène de triangulation, donc 3 câbles pour trouver l'épicentre du séisme. L'objectif du programme SMART est de déployer 3 types de capteurs. Un accéléromètre pour les détections sismiques, un capteur mesurant la température et un capteur de pression pour les alertes de tsunami. La Task Force a publié en 2016 un white paper qui donne les détails techniques, les spécifications techniques de ces capteurs. Et on voit qu'il s'agit d'instruments scientifiques de très grande précision. Notamment, par exemple, le capteur de température devrait être capable de mesurer une température avec une précision de 1 millième de degré. Et le capteur de pression devrait être capable de détecter une variation de la colonne d'eau de 1 mm. Alors, le premier projet qui pourrait voir le jour avec ce type de technologie, donc câble double usage, serait peut-être le projet Camring, au large du Portugal, zone connue pour être sismique, qui a déjà connu un tsunami en 1755 qui a causé le décès de 60 000 personnes à Lisbonne. Donc CAM, c'est l'acronyme de continent Açores-Madère. Donc c'est une liaison qui ferait 3500 km triangulaire, qui comporte 60 répéteurs. L'objectif serait d'équiper 30% des répéteurs, donc de déployer ainsi une vingtaine de mini-observatoires scientifiques. Alors, en marge de ce programme SMART, qui vise à déployer des instruments scientifiques de très grande précision dans les futurs réseaux sous-marins, il y a des initiatives qui explorent la possibilité d'exploiter les réseaux, ce dont on a parlé, les 1 million et quelques de câbles déjà existants, pour observer des phénomènes océaniques sans déployer de nouveaux capteurs, mais en utilisant la fibre
de télécommunication déjà dans les câbles. Alors, on sait que la fibre est un capteur naturel distribué. Son indice de réfraction est sensible aux contraintes extérieures. Et une des façons, par exemple, de récupérer ou de capter cette variation d'indice, c'est de mesurer la phase du signal transmis, puisque la phase est proportionnelle à l'indice de réfraction via le nombre d'ongles de πn sur lambda. C'est-à-dire qu'une variation d'indice delta n sur une portion de fibre delta z entraîne une variation de phase égale à 2π delta n delta z sur lambda. Alors, une manière d'implémenter cette variation de phase a été faite chez ASN par une technologie de réflectométrie. Alors, cette technique de réflectométrie qui vient mesurer donc, la phase du signal rétrodiffusé s'appelle communément aussi dans la littérature DAS. Je sais qu'il y a une question ce matin d'ailleurs sur le DAS pour Distributed Acoustic Sensing. Alors, on pense que ça ne détecte que des ondes acoustiques. Ce qui est faux, en fait, ça détecte toutes les zones, tous les types de contraintes possibles qui induisent une variation de l'indice de réfraction. Donc, le principe, c'est en fait d'envoyer une impulsion dans la fibre et de mesurer la variation de phase du signal rétrodiffusé par FRLA par la fibre. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle a une très grande précision et permet de localiser la perturbation à quelques mètres près. En revanche, sa portée est limitée. Nous, chez ASN, on a développé une technologie à base de laser à balayage de fréquence qui permet de tripler la portée par rapport aux équipements du commerce. Et donc, on arrive à une portée de 150 km. Pour vous démontrer la sensibilité quand même de ce dispositif, on a placé dans notre laboratoire un morceau de câble armé à 119 km du réflectomètre et on a lâché un stylo 10 cm au-dessus du câble. Et on a regardé la variation de phase du signal rétrodiffusé, on a observé la courbe bleue. Donc on voit parfaitement la variation de phase avec une précision de quelques mètres. Là, à 119 km,15, l'échelle de l'axe des abscisses, c'est 100 mètres par division. Ensuite, on a donc déployé ce réflectomètre sur le terrain et on l'a connecté à une liaison existante donc, qui partait de l'Angleterre et qui reliait des plateformes pétrolières en mer du Nord. Donc, sur cette carte, là au centre, j'ai représenté uniquement les 130 premiers kilomètres de la liaison qui sont visibles par le réflectomètre. Pendant la campagne d'observation, un tremblement de terre s'est déclenché le 18 octobre 2018 à 1200 km plus au nord du réflectomètre. Et ce tremblement de terre a été détecté par la fibre et le réflectomètre. C'est la trace bleue que l'on voit à droite sur l'écran. On voit ici très clairement la détection des ondes sismiques du tremblement de terre. Et donc cette information a été confirmée, tremblement de terre confirmé par les 3 sismomètres qui existaient par ailleurs sur Terre. Alors, pour ceux qui avaient posé la question sur, bien sûr, peut-on également surveiller l'intégrité des câbles sous-marins? Oui, voilà, ce genre de technologie permet aussi de voir si un chalut traîne sur le sol. Le réflectomètre et la fibre vont capter ce genre de vibrations, également les hélices d'un bateau. Voilà. Donc tout ça, ça peut être observé, capté, et on peut donc même tracer le parcours d'un bateau près du câble. Après, voilà, on ne peut pas empêcher le bateau de couper le câble, mais enfin, on peut dire que voilà, à telle heure, un bateau est passé à cet endroit-là, il a coupé le câble. Donc, ça peut aussi servir à prévenir ou à informer d'un danger potentiel ou qui est arrivé sur une liaison sous-marine. Alors, il y a une autre technique pour mesurer les variations d'indice, qui n'est pas de mesurer la phase, mais qui est de mesurer la polarisation de la lumière, car elle est aussi sensible à l'indice de réfraction. Donc là, c'est une campagne de test qui a été réalisée en collaboration par les laboratoires Bell Labs de Nokia et Google sur le câble transatlantique Dunant, qui a été déployé l'an dernier, qui relie les États-Unis à l'Europe, qui fait 6400 km de long. Donc là, le principe est assez différent du précédent, c'est-à-dire que là, on ne va pas mesurer le changement de polarisation du signal rétrodiffusé, mais on va regarder simplement le changement de polarisation du signal transmis. L'avantage de cette technologie, c'est que la portée n'est pas limitée. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas localiser l'endroit où a lieu la perturbation ou la contrainte. En l'occurrence, là ici, le signal a été émis depuis Virginia Beach. Arrivé en France, on l'a rebouclé dans l'autre sens, sur une autre fibre, ce qui fait que le signal, en fait, s'est propagé sur 12 800 km.
hein, c'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur étaient colocalisés côté US. Et on a observé, comme vous voyez sur la droite, des variations. Alors la trace noire, c'est les deux composantes des états de polarisation. La trace du haut, c'est le coefficient de corrélation de la matrice de Jones. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En bas, on voit qu'il y a eu des mouvements autour d'une fréquence de 1 Hz. Donc, il s'est passé quelque chose. Alors, on ne sait pas dire quoi. Et là, évidemment, on est très loin d'une mesure précise avec 1 millième de degré de précision. Donc, il faut bien comprendre qu'ici, il n'y a pas de prétention à vouloir mesurer un paramètre avec une mesure précise. On est dans l'idée d'engranger une grande quantité de données qu'on pourra corréler ou pas peut-être avec des données plus précises et expliquer ce que c'est, et de pouvoir à terme, sur une base de données qu'on aura enrichie, pratiquer des traitements du signal à base d'intelligence artificielle, de big data, pour être capable un jour d'en extraire des données exploitables pour la communauté scientifique. Mais là, on est vraiment au tout début de l'histoire. C'est juste le principe de dire pourquoi pas utiliser ce qui existe, hein, des câbles sous-marins existants, pour récupérer de l'information. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Je rappelle que la décade 2021-2030 a été proclamée par les Nations Unies comme décade au service de l'océan. Et donc, il y a plein de défis à relever pour ceux qui le souhaitent concernant la science dont nous avons besoin pour l'océan que nous voulons. Je vous remercie de votre attention.